Question orale à l'Assemblée nationale pour le gouvernement au sujet de l'aéroport de Tourou. La non mise en service de l'infrastructure est due à la non-conformité de son niveau avec les règles de l'OACI. Les nouvelles recrues au ministère de la décentralisation et du développement local reçues ce vendredi dans le cadre de travail, une rencontre préalable à leur prise de service. Et puis des dirigeants africains sont depuis ce dimanche à Brazzaville au Congo pour un sommet du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. C'était devenu un sujet de toutes les discussions. On parle de la hausse du prix de la tonne de ciment. À ce propos, le gouvernement affirme n'être pas à l'origine de cette augmentation. C'est une initiative personnelle d'un cimentier dont ont profité d'autres producteurs du ciment. Position affichée récemment au Parlement par Serge Akissou, le ministre de l'Industrie et du Commerce, répondait à une question d'actualité du député Éric Rondeté. Amen Didier Rumpenoudi et Romaric de Rochi. C'est le ministre Serge Akissou en charge du commerce et de l'industrie qui a été appelé à s'expliquer face à la représentation nationale sur l'augmentation du prix du ciment. Une question qui émane du député Éric Rondeté. Le prix de la tonne de ciment a connu une nette augmentation passant à 80 000 francs CFA, voire plus. Quelles sont les raisons qui justifient l'augmentation du prix du ciment? 2. Le gouvernement a-t-il participé à la fixation du nouveau prix? Le ministre du Commerce et de l'Industrie a apporté les clarifications nécessaires qui montrent bien que le gouvernement n'est pas responsable de cette augmentation du prix du ciment constatée ces derniers jours. C'est une pure spéculation orchestrée par les industries cimentières, explique le ministre Serge Akissou du Commerce et de l'Industrie. En réalité, l'augmentation du prix du ciment, le gouvernement n'en est pas du tout responsable. Il y a un seul cimentier qui a décidé, entre-temps, face à cette difficulté, d'augmenter le prix du ciment par rapport à l'entrée de matières premières qui lui revenaient plus cher. Les autres cimentiers ont voulu en profiter pour augmenter eux aussi leur prix. Mais en réalité, les prix n'étaient pas augmentés à la hauteur que nous constatons dans le pays. C'est qu'il y avait eu de spéculation. Mais le gouvernement s'est vite dépêché d'arrêter cette spéculation-là. À aucun moment, le gouvernement ne participe à la fixation des prix de vente de ciment. Le marché est libre et il revient aux producteurs de fixer eux-mêmes leurs prix. Mais toutefois, le gouvernement veille à ce qu'il n'y ait pas de dérapage. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngwedi, donnera la parole à l'auteur de la question, le député Éric Rondeté, qui à son tour invitera le gouvernement à la maîtrise de ce secteur, car le ciment, dit-il, est une denrée stratégique. Le gouvernement serait à pied d'œuvre pour jouer son rôle, assumer sa responsabilité, en imposant le prix normal auquel le ciment devrait être vendu. Je considère, Monsieur le Président, et chacun de nous le sait, que le ciment est une denrée stratégique. Et donc son prix, comme tout produit d'ailleurs dans un marché comme le nôtre, ne saurait être considéré comme un marché libre. Ce n'est pas possible. Donc je voudrais me réjouir que le gouvernement ne nous a pas dit c'est quoi le prix normal. Pour que nous puissions savoir si il est en train de faire son travail correctement. Je dois dire que je suis un peu dérangé, je suis perturbé même. C'est exprès que j'ai posé la question de savoir si on observe la même augmentation dans les pays voisins. Parce que les matières premières dont on parle, je n'imagine pas que une compagnie béninoise ait des matières premières que les autres n'utilisent pas, ni au Bénin, ni ailleurs. Après cette question d'actualité, place a été faite après la suspension aux questions orales avec débat.
Une question orale a été notamment étudiée. Elle est relative à la non-mise en service de l'aéroport de Tourou, situé à Parakou dans le nord du Bénin. Pour le gouvernement, l'aéroport n'est pas utilisé parce que son niveau actuel ne correspond pas aux règles de l'OACI, Organisation de l'aviation civile internationale. Réponse pas satisfaisante pour le député auteur de la question. Le sujet, vous allez le voir, a fait débat. Le ministre en charge des infrastructures et des transports s'est fait représenter au Parlement par son collègue en charge de l'industrie et du commerce, Serge Arissou. Ce dernier a fourni quelques éléments d'éclaircissement sur la construction de l'aéroport de Tourou dans la ville de Parakou. Les travaux de construction et d'équipement partiel de l'aéroport de Tourou, qui ont démarré le 4 janvier 2009 et qui devraient s'achever contractuellement le 30 juin 2010, ont connu plusieurs suspensions malgré les prorogations au 31 décembre 2010, 30 juin 2011 et 30 décembre 2012. Ces travaux, qui à l'origine n'intègrent pas la mise aux normes de l'aéroport, ont effectivement redémarré en 2013. Qu'est-ce qui retarde la mise en service effective de l'aéroport international de Tourou? Réponse: l'aéroport de Tourou n'est pas encore mis en service en raison de son niveau actuel de conformité qui ne permet pas d'exploiter cet aéroport suivant les règles de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI. On distingue deux types de non-conformité, à savoir celles liées à la non-réalisation d'études complètes avant le démarrage des travaux et celles liées au caractère partiel du projet pour lequel la fin des travaux ne signifie pas l'opérationnalité de l'aéroport. Des différentes inspections réalisées avec les experts aéronautiques et la SECNA, il ressort que d'importants écarts ont été relevés entre les exigences réglementaires et l'existant sur les points suivants: le personnel, les équipements, les infrastructures et les procédures. L'auteur de la question, Issoufou Amandou, de la minorité parlementaire, est intervenu et se dit peu satisfait des explications fournies par le gouvernement. Depuis le vol inaugural de l'aéroport international de Tourou, qui a eu lieu le 18 mars 2016, plus rien n'a évolué en faveur de sa mise en service. Après 2 ans, nous avons compris que le gouvernement de la rupture ne veut pas entendre parler de la mise en service de l'aéroport international de Tourou. Aujourd'hui, on veut faire croire à l'opinion publique que l'aéroport de Tourou a été mal conçu pour justifier le retard dans sa mise en service. Nous protestons énergiquement contre cette démarche odieuse qui vise à nous endormir. Si tant est que l'aéroport international de Tourou est mal conçu, pourquoi le gouvernement a demandé son intégration dans les activités communautaires de la SECNA il y a environ 18 mois? Le gouvernement de la rupture a fait déplacer le scanner des bagages à main de l'aéroport de Tourou vers celui de Cotonou. N'eût été les dénonciations des faiseurs d'opinion et notre mobilisation personnelle, le gouvernement de la rupture n'aurait jamais ramené les 10 scanners. Malheureusement, nous étions loin d'imaginer que ces agissements du gouvernement étaient la première étape d'une démarche cynique visant à transformer l'aéroport de Tourou en marché de pièces de rechange pour l'aéroport de Cotonou. La majorité parlementaire va répliquer par le biais de Rachidi Badamassi et demande un audit autour de la construction de cet aéroport qui aura coûté 70 milliards de francs CFA aux contribuables béninois. C'est lorsque nous étions maire de la commune de Parakou que nous avons initié une lettre demandant au gouvernement du président Mathieu Kérékou de construire l'aéroport de Parakou. Mais vous savez, la photocopie est différente de l'original. Ils ont démarré la construction de l'aéroport de Parakou sans étude et aujourd'hui, voici les conséquences. Les autres questions orales avec débat à l'ordre du jour n'ont pu être abordées ce jeudi à cause de l'absence au Parlement des auteurs de ces questions.
Au chapitre santé, les centres de transfusion sanguine manquent de poches de sang. Les conséquences de cette pénurie sont nombreuses comme les décès. La situation est grave et l'association des donneurs de sang bénévoles du Bénin appelle à des dons massifs de sang. Reportage. Il y a pénurie de sang. On en trouve difficilement. Nous demandons l'aide de l'État. Faute du manque de sang, beaucoup d'enfants sont décédés hier. Que Dieu aide les bonnes volontés à avoir du sang pour en donner aux enfants. Cette mère en pleurs attend désespérément une poche de sang pour sauver son enfant qui souffre du paludisme et hospitalisé aux urgences pédiatriques depuis 3 jours au centre hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou. Une situation que connaît le centre chaque année. En cette période-ci, nous avons de gros problèmes parce que vous savez, les pluies ont commencé, ça veut dire les moustiques vont proliférer, les enfants vont être piqués par les moustiques et enfin, nous aurons le paludisme. Et le paludisme détruit beaucoup le sang. Donc, les enfants arrivent et il faut transfuser pour sauver la vie. Ces petits enfants sont obligés d'attendre que ce liquide précieux qui va leur permettre de sauver la vie arrive. Et des fois, ça n'arrive pas. Parce que ça n'est pas le temps qu'on l'a cherché. Soit il n'y en a pas au CNHU, il n'y en a pas au Bel, il faut aller à Porto-Nouveau, il faut aller à Bomé, ainsi de suite. Et avant que ça ne vienne, l'enfant meurt. À cette pénurie de sang, dans les centres de santé, il faut ajouter des problèmes de moyens financiers auxquels sont confrontés certains parents pour acheter des poches de sang. Par des donateurs de personnes de bonne volonté, et nous faisons faire payer des bons de groupage prépayés et des bons de poche de sang prépayés. Au point où quand un parent vient et qui n'a pas les moyens pour faire le groupage, bien pour prendre la poche de sang, nous on peut déjà remettre le bon de groupage prépayé et la poche de sang prépayée pour qu'on puisse faire le groupage de l'enfant et qu'on puisse avoir au moins une poche pour transfuser l'enfant en cas d'urgence pour ne pas perdre sa vie. Malheureusement, on n'en a pas beaucoup. Au jour d'aujourd'hui, nous avançons déjà dans la période d'affluence par rapport au paludisme grave. Nous n'avons que 4 bons prépayés de groupage sous la main et quelques bons de poche de sang. Des difficultés auxquelles l'Association des donneurs de sang bénévoles du Bénin, section Atlantique Littorale, a voulu trouver solution à travers la semaine SOS Don de sang, une initiative lancée ce vendredi 27 avril 2018 et qui a déjà enregistré plusieurs bonnes volontés. J'ai un grand frère qui le donnait, il m'a motivé à ce que je donne parce que ça sauve des vies. Et je me suis dit, ok, si cela sauve des vies, je ne sais pas, ça peut être quelqu'un de ma famille qui aurait besoin du sang. Voilà pourquoi j'ai décidé de commencer à donner depuis la classe de 4e. Non, ce n'est pas la première fois, ça fait 56 dons actuellement. Et quand je donne, c'est pour sauver mon prochain surtout. Dans son appel aux bonnes volontés, le président de l'Association des donneurs de sang a tenu à lever tout équivoque, celle relative à la vente des poches de sang à des fins rituelles. Le fait que les gens pensent que le sang donné dans nos banques de sang sont cédés à des personnes de mauvaise moralité pour des rituels occultes, c'est faux, archi faux. Le sang qui quitte la banque de sang a une traçabilité. On peut, depuis notre service, dire telle poche de sang est allée à telle personne. Quand on a dit que c'est le sang des donneurs qu'on donne au clincy ou au fétiche, c'est un faux problème. L'autre chose, si vous regardez dans les poches de sang, il y a un liquide. Dans ce liquide, il y a du sel. Et je ne crois pas qu'un fétiche peut accepter prendre du sang dans lequel il y a du sel. Toutes les personnes saines, âgées de 18 à 60 ans, sont donc invitées au centre de transfusion sanguine du CNHU pour donner de leur sang afin de sauver des vies, notamment celles des enfants et des femmes enceintes.
Et comme cela a été signifié dans le reportage tout à l'heure, le paludisme est l'une des causes de complications sanitaires qui nécessitent des transfusions sanguines. Une journée de lutte contre la maladie a eu lieu ces derniers jours à Bopa. C'est par une marche qu'elle a retenu les attentions, activité au cours de laquelle le caractère dangereux du paludisme a été présenté à la population. Plus de 1000 femmes ont participé ce vendredi 27 avril 2018 à une marche de lutte contre le paludisme dans la commune de Bopa. Organisée conjointement par le ministère de la Santé, l'USAID et l'OMS, la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme 11e édition est d'une importance capitale selon le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme au Bénin. D'abord, c'est déjà de faire connaître la maladie à la population et de sensibiliser la population à comment faire pour éviter cette maladie que, vous savez, crée beaucoup de dégâts dans notre pays parce que c'est la première cause de mortalité, c'est la première cause de consultation dans une formation sanitaire et c'est également la première cause d'hospitalisation. Le maire de la commune de Bopa, quant à lui, prodigue quelques conseils à l'endroit de sa population. Nous devons dormir sous moustiquaires, sous des moustiquaires imprégnés. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller détruire le mal à son origine même. C'est pourquoi la propreté autour de nous, la propreté dans notre maison, dans notre concession, les boîtes de conserve qui sont utilisées doivent être rangées autrement pour ne pas accueillir les eaux de pluie afin de faire reproduire les moustiques autour de nos maisons qui viendront chercher refuge dans nos chambres pour nous piquer et nous transmettre ce mal. Le représentant du ministre de la Santé a également insisté sur le mode d'utilisation des moustiquaires. Je demande à la population de faire tout pour utiliser les moustiquaires qu'on leur a donnés. C'est très important. De ne pas utiliser les moustiquaires pour aller à la pêche, parce que nous sommes au bord du lac. Ce que nous demande encore, si une femme enceinte, après 4 mois, de faire tout effort, de faire un effort pour aller à l'hôpital, de se faire consulter. Il y a un médicament qu'on leur donne, SP. Les enfants, s'ils tombent malades, ils n'ont qu'à faire tout pour aller au centre de santé avec leur maman. C'est très important de ne pas acheter les médicaments des rues. Placée sous le thème « Prêt à vaincre le paludisme », cette journée a été une occasion pour le Bénin d'adopter de nouvelles politiques de lutte contre le paludisme afin de réduire la mortalité chez les enfants et les femmes enceintes. Le deuxième vendredi scientifique de l'année s'est tenu ce 27 avril à la salle de conférence de l'Institut des sciences biomédicales appliquées ISBA à Cotonou, organisé par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Ce 7e vendredi de l'Académie, qui est le deuxième de l'année 2018, a porté sur des présentations faites sur le thème « Les hépatites au Bénin ». Enjeux et défis pour le développement. Suivez un point fait ici par le docteur Martin Sokmon, hépato-gastro-entérologue. Effectivement, il y a une loi qui a été votée quand même pour favoriser un peu plus, parce que ces affections, il y a des professions qui exposent à ces risques. Donc il y a des sujets qui ont, de par leur profession, courent le risque d'attraper ces maladies, notamment les professionnels de santé, ceux qui offrent des soins de santé, qui font des injections, qui font des transfusions, ils sont exposés, notamment les travailleurs de sexe par exemple, ceux qui ont des partenaires sexuels multiples, notamment les toxicomanes, ceux qui font des injections de drogue avec des seringues où ils répètent la même seringue pour d'autres. Donc ces gens-là, et notamment également les enfants qui sont nés de mères porteuses de l'antigène du virus B ou du virus C. Donc ce type de population, malheureusement, ce n'est pas de leur faute qu'ils sont exposés à ces affections. Donc, avec cette loi, au moins, on arrive à pouvoir offrir le dépistage à ce type de population et par conséquent les aider à pouvoir obtenir ne serait-ce qu'une prise en charge. Donc, c'est pour ça que la loi là, a été votée pour favoriser beaucoup plus ce type de population. Et aussi, le fait d'être malade, ce n'est pas vécu comme une fatalité. Donc, parfois, la maladie
il y a différentes étapes d'évolution dans la maladie. Ce n'est pas tous ceux qui sont contaminés par le virus de l'hépatite B qui ont besoin d'un traitement. Il y a ceux qu'on appelle les porteurs inactifs du virus. Ils ont le virus, mais il n'y a pas de manifestation clinique au niveau de leur foie. Ceux-là, ils n'ont pas besoin de traitement. Ils ont juste besoin d'une surveillance régulière. Alors, dire que parce que vous avez le virus, vous n'êtes plus apte à travailler, je pense que c'est un tort. Donc, ce n'est pas une fatalité d'avoir contracté une maladie. Donc, cette loi protège le fait d'être porteur de ce virus n'est pas une contre-indication pour obtenir un emploi ou un travail. Séance de travail au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale au profit des nouveaux agents. Ces agents sont les lauréats du concours de recrutement de personnel organisé pour les besoins de ce ministère. La rencontre était un préalable à leur prise de service. C'est donc pour préparer leur prise de service qu'ils sont convoqués à cette rencontre où on a échangé un peu avec eux. On leur a donné un petit rappel de ce qu'ils savent déjà, c'est-à-dire la déontologie administrative, les droits et devoirs d'un agent public. Et sur cette base-là, ils sont assez édifiés et nous sommes plus rassurés que ce qu'ils ont appris à l'université et qu'ils ont peut-être eu le temps d'oublier, que cela pourra leur servir dans la prise de service et pour que les usagers de l'administration publique soient mieux lotis. C'est l'intégrité, la probité, le modèle que nous voulons. L'administration laxiste doit céder place à une administration moderne. Donc, ce qu'on observait par le passé, où on vient au boulot, on laisse les usagers, on s'occupe de WhatsApp et autres choses, ce n'est pas de nature à être performant. Or, le développement, c'est la contribution de tout citoyen. Si quelque part, il y a de hic, soyez sûr que nous ratons ainsi notre développement. Donc, le gouvernement veut que ces nouveaux agents qui sont recrutés, sur la base d'un texte qui a été organisé en bonne et due forme, que ces nouveaux agents-là soient des modèles. Et nous sommes là pour les accompagner, nous qui sommes leurs aînés. La Fondation des syndicats des 3 ordres de l'enseignement a décidé de mettre un thème à sa grève. La décision devrait permettre aux acteurs de l'éducation, notamment les enseignants, de renouer avec leurs cours. L'ont-ils fait? Pour le savoir, nous sommes allés jeudi dernier au CEG 1 d'Aplaroué. Là-bas, les cours n'avaient pas pour autant repris. Jonas Bouchi. L'ambiance au sein du CG1 à Plaroué ce jeudi 26 avril 2018 était tout sauf celle d'un jour de rentrée après les congés de Pâques. Et pourtant, les activités pédagogiques devraient reprendre de plus belle ce jour après la suspension de la motion de grève par le Front d'action des syndicats des 3 ordres d'enseignement. Mais visiblement, ce n'était pas le cas. Aux environs de 11 heures à notre arrivée dans ce collège, la cour était déserte et la majorité des salles de classe étaient vides. Pour les quelques élèves retrouvés dans certaines classes, ce sont les professeurs qui sont absents. Et quant aux professeurs retrouvés, ce sont les élèves qui n'ont pas encore repris les cours. Nous sommes arrivés ce matin, mais les 2 messieurs ne sont pas venus, maths et SVT. Aujourd'hui, jeudi, on a fait le cours SVT de 8h à 10h, mais de 10h à 12h, on n'a pas fait PCT. Le professeur n'est pas là. À 8h, quand j'étais venue ici, il y avait beaucoup de professeurs. Certains n'ont pas trouvé d'élèves et ils sont rentrés. Ceux qui ont trouvé un nombre raisonnable d'élèves ont travaillé. Mais à 10h, j'étais partie en 5e A. Sur près de 40 élèves, il y avait à peine 9. Ce matin, il y a une reprise très timide. Moi, normalement, j'ai cours à 7h en 3e. Je suis arrivée à l'heure, mais j'ai constaté qu'il y a un nombre très petit d'élèves. Désespérés à attendre leurs professeurs, certains élèves sont rentrés à la maison, tandis que d'autres ont mis le temps à profit pour faire des exercices. Mais comme ils en ont l'habitude, à l'absence des professeurs, la majorité des élèves retrouvés dans les classes ont formé des groupes de causerie dont seul Dieu connaissait les sujets de discussion. Ce qui fait dire au surveillant général du CG1 à Plaroué que cette reprise des cours est timide. Au CG1 à Plaroué, ici dans le Koufou,
ça a repris timidement. Nous, on était là depuis 7 heures, les professeurs sont venus, mais à notre grande surprise, les élèves ne sont pas arrivés. Signalons que certains professeurs ont pu dérouler des cours dans quelques classes. Cependant, les places vides dans ces classes renseignent bien sur l'absence d'un bon nombre d'élèves. Le surveillant général du CG1 à Plahoué demande alors au gouvernement de motiver les enseignants qui ont effectué la reprise des cours par la satisfaction de quelques-unes de leurs revendications. Je voudrais dire au gouvernement que les enseignants ont repris. Ils ont repris, mais qu'ils ne pensent pas que c'est fini. On sait que toute la plateforme revendicative ne pourrait pas être satisfaite totalement. Qu'ils regardent les points qu'il peut satisfaire dans l'immédiat pour que l'enseignant se sente quand il a repris, l'État a accompagné cela avec de bonne foi. Si la suspension de cette motion de grève par le Front d'action des syndicats des 3 ordres d'enseignement vise uniquement à sauver cette année scolaire, il faudra encore attendre pour tirer les conclusions. Et puis hors du Bénin, Brazzaville, la capitale congolaise abrite ce 29 avril un important sommet sur la commission climat et le Fonds bleu sur le bassin du Congo, marqué par la présence de plusieurs chefs d'État du continent. Ce sommet, qui a pour invité d'honneur le roi Mohamed VI du Maroc, vise à mobiliser les bailleurs internationaux pour rendre opérationnel ce Fonds bleu pour la préservation du 2e poumon écologique de la planète. On écoute le roi du Maroc, suivi du président congolais. Nous devons ainsi innover et créer des mécanismes qui identifieront et mobiliseront les ressources financières. Il nous faut convaincre les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, publics ou privés. Le Fonds bleu entraînera nécessairement une dynamique positive, porteuse de projets capables de soutenir les économies des États membres. Je pense en particulier à l'amélioration des voies de navigation intérieure, à l'aménagement des ports secondaires, au développement de la pêche durable, à la lutte contre la pollution des cours d'eau et au renforcement de l'irrigation dans la perspective de l'amélioration de la productivité agricole. Cette nouvelle économie de l'eau et autour de l'eau sera le moteur du développement. Malgré l'envergure et la complexité des défis, en ma qualité de président de la commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo, je ne ménagerai aucun effort dans l'application par notre zone de l'accord de Paris sur le climat. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.